Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de préparation à la certification DP900, la certification Data Platform Fundamentals de Microsoft dans Azure. Donc cette vidéo fait partie d'une playlist dont l'URL est disponible dans la description de cette vidéo, ainsi que le lien vers les différentes caractéristiques qu'on va utiliser dans cette vidéo. Alors, dans la DP900, comme je le précise souvent au départ de chacune de ces vidéos, le but effectivement de cette certification, c'est d'avoir les bases pour entrer dans le monde de la data et des services de data qui sont associés dans Azure. Le but n'est pas d'être un expert ni un spécialiste, mais d'avoir une connaissance au moins minimale des différents types de services de données, des différents moyens de stocker la donnée, des différents modèles de bases de données qu'on peut avoir, relationnelles ou non relationnelles, et d'avoir également une idée un petit peu des métiers qu'il y a derrière la donnée. Et donc les métiers doivent être connus pour la certification. Dans le monde de la data, il n'y a pas un seul métier, une seule personne qui est le responsable de la data, mais on peut avoir plusieurs profils. Donc ces profils sont intéressants à connaître pour l'examen notamment, hein, parce que vous pourrez avoir des questions qui vous diront quelle est la personne qui est en charge de faire tel ou tel type d'opération. Donc par exemple, si on prend la personne qui est en charge de gérer les mises à jour et les backups d'une base de données, eh bien ce sera probablement le database administrator. Par contre, la personne qui, elle, va s'occuper d'organiser globalement la plateforme et donc globalement dire il y a besoin de telle ou telle technologie et donc de s'occuper de la partie également privacy de la base de données et de l'organisation des datas, ce sera peut-être le data engineer. Donc le data engineer, en fait, autant le DBA peut être spécialisé sur un moteur de base de données, autant le data engineer, lui, il va travailler en fait sur une plateforme un peu plus large en termes de services de data, et ça va être, il aura comme source probablement des bases de données relationnelles ou des bases de données non relationnelles, ou des file stores, ou des streams de données, mais après, effectivement, il va traiter tout ça et organiser la donnée. Le data analysis est un autre profil dont le but, effectivement, est de permettre au business de maximiser la valeur des données. On parle souvent en disant que la donnée, c'est le nouvel or noir en informatique, mais effectivement, on peut avoir une masse de données. Si derrière, on ne sait pas en extraire une certaine valeur, des insights, des informations derrière, eh bien, globalement, on va rester avec de la donnée brute qui va juste prendre de l'espace, coûter de l'argent et pas apporter grand-chose. Donc, le travail du data analyst, c'est effectivement, finalement, de prendre cette donnée, une masse de données brutes, et d'en extraire quelque chose qui soit pertinent. Les data scientists vont être plutôt sur le travail des modèles, donc notamment les modèles de machine learning ou de deep learning ou autres, mais les data scientists, en gros, vont être à l'origine de la création d'algorithmes qui vont pouvoir, du coup, traiter de la donnée et donc en extraire quelque chose. Quant aux data architectes, comme c'est des architectes, ils doivent avoir une vue un peu plus globale de l'ensemble pour concevoir des architectures qui vont être une composite d'un ensemble de services, qui vont prendre des données de différents types avec différentes contraintes, et ensuite d'être capable de dire, ok, toutes ces données vont arriver par ici, vont être traitées de telle manière, vont être stockées de telle manière, et ensuite on va en extraire la valeur de telle manière. Donc, bien connaître pour la certification un petit peu la différence entre ces différents rôles. On peut avoir quelques questions, et il y a certaines questions de la certification qui vont être liées effectivement à quel profil on doit associer à tel métier ou tâche. On a parlé dans une vidéo précédente des données non structurées, des données structurées. On a parlé d'OLTP également. Eh bien, au-delà de la partie stockage de la donnée, il y a toute la partie processing et analytique de la donnée qu'il va y avoir derrière. Et donc, ce processing derrière, généralement, en fait, il va lire en gros dans des systèmes qui stockent beaucoup de volume de données ou de métriques business. Et le but, c'est justement de travailler là-dessus. Et globalement, l'architecture assez commune qu'on va avoir dans on va dire les solutions d'analytique qu'on a dans la plupart des entreprises, on va toujours à peu près avoir le même pattern, dans le sens où on va très très souvent retrouver des data lakes qui vont contenir effectivement l'information plus ou moins brute, plus ou moins organisée. Et du coup, cette information brute,
elle va être transformée. On va commencer à la valoriser en faisant des traitements dessus. Donc des pipelines qui vont faire, donc on va parler de pipeline d'ETL, extract, transform and load. On a également des pipelines d'ELT, donc là le load est avant le transform. Le résultat finalement de cette transformation de la donnée va se terminer dans un data warehouse qui lui pour le coup sera de la donnée un peu plus organisée et un peu plus requêtable. Et donc une fois qu'on va avoir ces data warehouse, généralement sur ces data warehouse, on va agréger ensuite les données et les charger dans ce qu'on appelle un OLAP, donc un Online Analytical Processing, donc un modèle qui va permettre en gros de travailler avec la donnée, tout simplement, et sous différentes dimensions. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle généralement, le mot qui va avec, qui est en phase de OLAP, ou la deuxième façon d'en parler, c'est de parler de cube derrière. Donc le cube, c'est ni plus ni moins qu'une agrégation de différents types de stockage, optimisés après pour faire effectivement un traitement et des traitements analytiques derrière. Ensuite, tous ces traitements-là, à la fin, il va falloir les réexposer pour que, on va dire, des humains puissent, entre guillemets, travailler dessus. Par exemple, des data analysis qui, à partir de certains dashboards ou de certaines visualisations, vont pouvoir détecter des patterns et vont pouvoir, du coup, faire des prises de décision liées à la donnée. Donc, globalement, dans les architectures, on aura effectivement des notions de data lake, stockage brut des données, des data warehouse, des modèles ensuite OLAP, et ça se terminera après avec des systèmes de visualisation de dashboard. Et on verra dans les prochaines vidéos du côté Azure ce qu'on va pouvoir utiliser comme Data Lake, Data Warehouse, OLAP et système de visualisation et de dashboard. Donc avant de le faire dans le détail dans les prochaines vidéos, on va faire juste un petit passage sur finalement qu'est-ce qu'on va avoir comme type de data service dans Azure. Et dans Azure, il y a beaucoup de services et donc il y a également beaucoup de services de données. La liste est assez longue, mais on va voir, et il faut connaître pour la certification le minimum de savoir à peu près quel service fait quoi, à quoi il sert. Donc on va avoir bien entendu la famille d'Azure SQL, qui est en fait pour le coup une famille d'un ensemble de produits qui est basée, dont tous ces produits sont basés sur les moteurs SQL Server, ceux qu'on connaît historiquement dans le data center. C'est plutôt fait pour les line of business, donc pour les applications métiers pour stocker la donnée transactionnelle. Et donc le Azure SQL, lui, peut servir de source pour ensuite être utilisé dans un data pipeline, c'est-à-dire un ETL, et j'en ai parlé tout à l'heure. Alors la partie Azure SQL, elle peut se décliner, et elle se décline, on en reparlera dans une autre vidéo, en 3 gros composants. Donc dans cette famille, on va avoir les SQL Database, qui est un service PaaS à 100%. On va avoir les SQL Managed Instances, qui sont également catégorisés comme des services PaaS. Et on va avoir les machines virtuelles préinstallées avec du SQL Server, qui là, pour le coup, seront du IaaS, parce que c'est une machine virtuelle, donc de l'infrastructure de service. Donc cette séparation entre, ou cette catégorisation de différents services en disant est-ce que c'est des services PaaS, donc des services dits managés ou des managed services, versus de l'infrastructure de service, donc ni plus ni moins que des machines virtuelles, elle est importante à connaître pour cette certification, parce qu'effectivement, en fonction des questions, on vous dira à un moment, venez mettre une étiquette IaaS ou PaaS en face de tel ou tel service, et donc ça, il faut le connaître à minimum. On verra dans une autre vidéo les différences, les subtilités qu'il peut y avoir entre ces différentes implémentations du moteur SQL dans les services Azure. Dans la partie base de données relationnelles, on a également les bases de données relationnelles qui sont les bases de données relationnelles du monde open source. Microsoft, effectivement, vend SQL Server, mais on n'est pas fermé à toutes les autres solutions, simplement parce que, toujours se rappeler, que dans Azure, on vend avant tout de la ressource. Et donc si on vend de la ressource, il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas tourner d'autres systèmes de base de données. Et donc on a des implémentations as a service, donc en version PaaS, de MySQL, MariaDB et PostgreSQL. Voilà. MariaDB, au passage, offre des compatibilités avec Oracle Database, comme vous pouvez vous en douter. Là encore, dans une prochaine vidéo, la vidéo liée aux bases de données relationnelles open source, je referai un détail un peu là-dessus. Vous aurez les liens de toute façon dans la description. Cosmos DB est un service très trendy
très utilisé dans Azure, qui est très intéressant parce que c'est un service en fait non relationnel, donc à la différence des services précédents dont je viens de parler, qui est globalisé et qui va fournir plein d'interfaces de programmation différentes, permettant finalement différents usages de types de bases de données relationnelles. On l'avait vu dans la vidéo précédente qu'on pourrait avoir des bases de données en graph, des key values, des documents DB, etc. Et bien là, ce sera l'occasion de le voir dans la vidéo sur les bases de données non relationnelles qui va suivre. Les comptes de stockage Azure, sont aussi massivement utilisés pour la partie données, parce que c'est le meilleur endroit où stocker de la donnée un peu brute, et donc c'est beaucoup utilisé pour les data lakes. Et donc dans les data lakes, le compte de stockage Azure, si on l'active avec les options hiérarchiques, donc pour faire de l'Azure Data Lake Gen 2, et bien globalement on va s'appuyer sur les comptes de stockage Azure, les blob storage, mais avec un support des noms en hiérarchie, donc avec de l'organisation en folder dans un système distribué de fichiers. Donc l'Azure Storage, massivement utilisé pour effectivement la partie Data Lake côté Azure. Data Factory est un service qui va vous servir en gros à définir et à planifier des pipelines de transformation de la donnée. Donc transformation et transfert, hein, les deux, ça va ingérer des données, les transformer et puis après les renvoyer ailleurs. Donc ça porte bien son nom, c'est une usine à gérer de la donnée, hein, et donc elle sera donc utilisée, ce produit-là notamment est utilisé par les data engineers, parce que c'est comme ça qu'ils vont pouvoir construire, extraire, transformer et envoyer de la donnée, donc faire de l'ETL notamment. Une autre solution très connue est Azure Synapse Analytics, qui elle est une solution unifiée en fait, qui va fournir en gros une interface unique pour faire pas mal de choses du point de vue analytique. Et donc Synapse fait plein de choses en fait. Il va proposer des pipelines, au même titre qu'Azure Data Factory, et au passage, c'est la même techno qui est derrière. Il va y avoir un support d'Apache Spark, et puis il va y avoir le support du langage SQL, et puis le Synapse Data Explorer, qui, pour les gens qui ont déjà fait de l'Azure Log Analytics, et c'est le même système qu'il y a derrière, va permettre du coup d'aller requêter finalement toutes les données dans une sorte de puits de données, et on va les requêter avec un langage qui s'appellera du Kusto, du KQL, pardon, du Kusto Query Language. Kusto en référence au monsieur qui avait un bonnet rouge et qui faisait du deep dive. Voilà. Mais les Américains ne savaient pas le dire, donc ils l'ont écrit comme ça. L'Azure Data Explorer, en fait, on peut l'avoir de manière standalone sans passer par le Azure Synapse Data Explorer. Donc c'est le même que dans Azure Synapse Explorer, mais c'est juste disponible sous la forme d'un standalone service avec les mêmes fonctionnalités et donc avec la partie KQL. Donc en résumé, Synapse Analytics, il intègre plein de choses, l'espace de stockage, les pipelines, le langage SQL et Spark. Et Data Explorer, lui, c'est juste un sous-ensemble, un des sous-composants qu'on peut avoir en standalone. Databricks, donc lui va être une plateforme de processing de données, donc de transformation de la donnée, avec des bases de données SQL derrière et un management intégré pour pouvoir gérer du data analytique à large échelle. Quant à HD Insight, HD Insight est un service assez vieux dans Azure. C'est l'implémentation hostée dans Azure de clusters Apache Open Source. Et donc on va avoir à l'intérieur des solutions de big data assez connues du monde open source, parce que là encore on va retrouver Spark. Donc vous voyez que Spark on l'a dans différents endroits, on l'a dans Synapse, on l'a dans Databricks, et puis on l'a également ici. C'est ici qu'on aura le support de Hadoop. Hadoop, donc, qui est un système distribué qui utilise MapReduce, des jobs MapReduce pour en gros traiter des très grosses volumétries. Donc là, quand on va parler de big data, effectivement, HD Insight est une des solutions. Et donc c'est la solution avec le petit éléphant derrière. Donc c'est assez, je dirais assez vieux, mais c'est assez utilisé. On a également Spark, je ne l'ai pas dit ce que c'était, mais c'est un système de processing de données qui est distribué. Donc on aura des clusters dans lesquels les traitements seront faits. Et donc ça supporte effectivement, c'est un multilanguage engine qui va donc être utilisé pour le data engineering, également la partie data science. Voilà. Et donc là on peut avoir effectivement des simples machines qui vont faire le traitement jusqu'à des clusters qui vont faire le traitement quand on a des très grosses volumétries ou beaucoup de choses à faire.
HD Insight intègre également le support de HBase, qui est donc un système open source pour stocker et requêter des données NoSQL. Donc HBase, là encore, un autre projet géré par la fondation Apache. Et puis, dernière chose, Kafka, qui est lui un message broker massivement utilisé pour en gros tout le traitement, le processing de data stream. Et donc, quasiment tout le monde utilise Kafka à un moment ou à un autre. Et donc, c'est vraiment fait pour de l'event streaming platform. Et c'est utilisé par plein de gens. Et donc, tout ça se retrouve en fait en technologie dans HD Insight. Stream Analytics porte bien son nom. On va gérer donc des flux. Et donc, c'est un moteur de traitement des flux en temps réel. PureView va être là, et globalement, alors PureView, c'est pas, d'ailleurs, je pense que c'est plus un produit, mais c'est plutôt une famille de produits. C'est donc une solution pour les entreprises pour gérer la partie gouvernance et découverte des sources de données. Pour le coup, c'est un sujet en tant que tel. D'ailleurs, j'ai pas vu de questions sur le sujet dans l'examen. Mais c'est important de savoir qu'effectivement PureView, s'il est utilisé, sera par les data engineers pour la partie gouvernance et la partie intégrité des données. Voilà. Et puis, dernier produit à connaître de manière générale, et puis après on verra que dans d'autres vidéos où il y aura un peu plus de choses à connaître pour la certification, c'est Power BI. Donc Power BI, c'est une plateforme pour faire la modélisation de données, du reporting, des dashboards et du drill down dans l'information. Voilà. Et donc il a son propre service en ligne derrière qui n'est pas techniquement dans Azure, mais qui est quand même intégré dans cette certification. Voilà. On a fait le tour de la première mind map dans ces deux vidéos sur la DP 900, pardon, donc la certification DP Platform. Data Platform Fundamentals. Je vous encourage à aller voir les autres vidéos de la playlist où je vais rentrer un peu plus dans le détail, notamment sur les services de base de données relationnelles, les services de base de données non relationnelles, les services d'analytics, les services de processing, et puis bien entendu les services de visualisation. Et à l'issue de tout ça, normalement, vous devriez être paré pour l'examen. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.